La Savoie, par exemple, 50% du PIB de la Savoie, c'est tourisme. Ce qui est gigantesque, avec une part du ski phénoménale. Le maire d'un village du même bassin versant, donc qui suce sous fond romeu, m'appelle au mois d'avril et me dit: «On n'a plus d'eau au robinet, est-ce que vous pouvez me dire si on a skié sur notre eau potable?» Bah, techniquement oui. C'est-à-dire qu'ils pompent tellement d'eau en haut, dans le lac des Bouillousses, dans les torrents, etc., que finalement, ils modifient les cycles de l'eau et ils modifient les bassins versants. Les gens vivent sous tension. En montagne, on ne parle pas, sinon on est menacé. Au moment de la bassine de Borgard, quand il y avait ce gros sujet sur la 5e retenue d'altitude, un élu, alors que finalement le droit nous a donné raison sur toute la ligne, la bassine est jugée illégale, un élu m'a pris à partie avec une autre personne dans un restaurant et nous a menacé longuement de nous tirer une balle dans la tête. Répété plusieurs fois en pointant le doigt très violemment. Bienvenue dans le Greenetter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du lobby des sports d'hiver, projet pharaonique, neige artificielle à gogo, subventions publiques à tout va. Les groupes d'intérêt touristique défendent bec et ongle un modèle pourtant voué à disparaître faute de neige. D'où cette question, le lobby du ski empêche-t-il la transition en montagne ? Pour y répondre, nous recevons Valérie Pommier, fondatrice de l'association Résilience Montagne, qui alerte sur les conséquences du réchauffement climatique en montagne. Bonjour Valérie. Bonjour. Première question, dans quel état est la montagne aujourd'hui? En quoi le changement climatique a un impact sur la montagne? La montagne est là aujourd'hui comme elle était avant, sauf qu'elle a du mal à s'adapter, comme nous tous. Le changement est trop rapide. On a des forêts malades. Les rapports de l'ONF, que j'ai plus les chiffres en tête, mais on va dire les forêts sont scolitées, les arbres meurent, les sources se tarissent, les sources et les torrents sont pompés pour fabriquer la neige qui ne tombe plus ou qui tombe peu. Les alpages, l'été, sont jaunis par le chaud et la chaleur et les vaches ont moins de pâturage. Les habitants ne sont pas habitués à ces chaleurs qui aujourd'hui sont toute l'année. Aujourd'hui, on a un ISO de 0 degré à 3500 mètres d'altitude. Les glaciers fondent. Du coup, tout ça entraîne des risques d'éboulement, d'écroulement, de crues torrentielles, de poches glaciaires. Alors, la carte postale est toujours jolie. Elle est bleue et verte. Mais quand on fouille un peu, quand on regarde, la montagne souffre. Oui, parce que ce qui se passe en montagne, c'est qu'il y a un réchauffement qui est plus fort que dans la plaine. Euh, Concrètement, est-ce que ça devient dangereux de se balader en montagne pour les randonneurs, pour les alpinistes, pour les habitants? On pressent, effectivement, on entend de plus en plus des glaciers qui s'effondrent, des avalanches de pierres, des laves torrentielles. Ça devient dangereux de vivre en montagne? La montagne a toujours été un territoire pas hostile, mais dur. Les montagnards sont des gens qui ont toujours vécu dans des conditions difficiles, avec des risques. C'est un paysage risqué. Mais effectivement, avec le dérèglement climatique, tout s'accentue. Donc on peut dire que quand on voit ce qui s'est passé à La Bérarde, par exemple, un village aujourd'hui peut être pressenti comme être enseveli sous des laves torrentielles ou sous une poche glaciaire qui sonde, qui cède. Moi, je regarde avec crainte les futurs feux. On n'a pas l'habitude en montagne. La forêt un jour va brûler, c'est certain, puisqu'on a moins d'eau et que les arbres sont malades et sont secs sur pied dans beaucoup de massifs. Prochaine étape, c'est une canicule, une étincelle et ça brûle, on n'est pas prêt. Les vallées peuvent être coupées vite, il y a des éboulements très régulièrement sur les routes. Quand il y a un éboulement en montagne, il y a souvent une seule route d'accès, donc les villages sont très vite coupés du monde. Donc oui, il y a un certain risque qui s'amplifie avec ce dérèglement climatique, c'est sûr. Ça, il y a déjà des vallées qui ont été coupées avec des éboulements, parce qu'on a l'impression que les éboulements rocheux, c'est vraiment quelque chose qui est devenu exponentiel. J'ai pas de chiffres là-dessus, mais on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui augmente de manière substantielle. Oui, bah maintenant on a des exemples concrets. Alors on l'a vu avec la Suisse, on a ce village de Blatten, alors avec l'anticipation et la planification suisse, donc des sondes, on enlève les habitants. C'est quand même des habitants qui perdent tout, même si c'est anticipé. Le village est enseveli. Il y a quasi pas eu de blessés ou de morts, un ou deux, je crois. On a la Bérarde, qui est un cas concret de ce qui peut se passer avec une poche glaciaire qui cède. Il
y a C'est quoi une un poche an. glaciaire? Poche glaciaire, c'est un glacier qui fond, on va dire, tellement vite qu'il y a une espèce de lac qui se forme et que sous la pression, l'eau, à un moment, a besoin de sortir et cède d'un coup. Alors, quelquefois, on organise des tuyaux de dérivation, on pompe, comme ils ont fait au glacier des Bossons, il y a un ou deux étés. On arrive à faire des tuyaux de dérivation pour évacuer l'eau d'une autre manière avant que ça cède brutalement. Mais on en est là. Il y a un risque, par exemple, à Tignes, avec le glacier de la Grande Motte, qui est quasi mort et qui crée du coup des poches glaciaires. On a le glacier de Bionasset à Chamonix qui est sous tension et du coup qui est bien scruté, le glacier des Bossons. Et puis il y a ces éboulements. Il y a un an et demi, juste avant les vacances de février des Parisiens, donc on est en pleine préparation en Tarentaise. La seule route, une des seules routes d'accès pour monter Méribel, Courchevel, Val d'Isère, Tignes, Pas n'importe quoi. le glacier tombe, c'est-à-dire que si cette économie-là s'arrête, on n'est vraiment pas prêt. Un énorme bloc tombe à Aigues-Blanches sur la route d'accès principale. On est quelques jours avant les vacances. Et des habitants de Courchevel m'appellent et me disent, vous vous rendez compte, on dépend d'une route. Alors, il faut qu'il y ait l'incident pour qu'on s'en rende compte. Alors, il y a une autre route en bas. N'empêche qu'elle ne suffira pas pour remplir le flux de touristes qui devrait arriver. Il y a un problème d'acheminement, même de ravitailler les magasins, même pour manger. Donc on en est vraiment là. Il n'y a pas longtemps, Chamonix, les deux routes d'accès principales coupées. On a dû ravitailler Chamonix en ouvrant des routes de montagne non prévues pour des 16 tonnes ouvertes par la gendarmerie parce que la ville est full. C'est une ville en montagne, full de touristes qui doivent manger tout simplement et pas que s'amuser. Donc la crainte principale, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces routes qui sont les seuls moyens d'accès dans des contrées qui peuvent subir des éboulements massifs? Euh, Vu des métropoles, vu de Lille, de Paris, de Bordeaux, la montagne reste cette belle carte postale toute blanche. Est-ce que ça, c'est une vision qui n'a plus cours? C'est-à-dire que la montagne a déjà changé et qu'on s'en rend pas compte. Elle a vraiment changé de couleur, la montagne. Elle est plus aussi blanche qu'elle ne l'a été. Il y a 15 jours, on a eu de belles chutes de neige assez précoces. Elle était comme ça, elle est belle et c'est magnifique en fait. On peut trouver encore ces paysages quand on a une chute de neige massive et ouf, on retrouve ce manteau neigeux, les bruits sourds de la montagne sous la neige. Et la nature en a besoin, hein. La neige a des vertus pour les écosystèmes, la faune, la flore. Il faut du froid pour tuer des bactéries, des futures maladies qui pourraient se développer au printemps. Euh, mais elle est grise aussi. Euh, Moi, je me rappelle, je suis pas si vieille, j'ai 56 ans. Je me rappelle cette vue du Mont Blanc qui était blanc. Aujourd'hui, en juillet-août, on a un Mont gris. On a le sommet qui est toujours un peu blanc, mais souvent plein de neige, plein de sable du Sahara. Donc il est jaune, qui accélère la fonte aussi, parce qu'on a des remontées du Sahara et du Sirocco assez souvent. Et puis on a tous les rochers qui ressortent. En, en 2 ans, en 2 étés, on a vu là le glacier des Bossons, Qui est où? Qui est sur le Mont Blanc? qui descend, c'est un glacier qui descend du Mont Blanc jusqu'à Chamonix, juste avant Chamonix, qui aujourd'hui est gris. On le voit. Je me rappelle toujours cette photo de mes grands-parents en 1936. Ils sont dans les Aiguilles Rouges, face à la mer de glace, au mois de juillet. La photo, on voit la mer de glace. J'ai retrouvé cet endroit en 2016 où on voit du gris. Donc en fait, ce blanc se transforme en gris, se transforme en jaune quand on a les sables du Sirocco. Et la carte postale est moins belle. Ceci dit, quand il neige, on oublie vite. Parce que moi, j'ai reçu plein de photos. Alors, regarde comme c'est beau, c'est blanc. Ne jamais oublier d'où on vient, en fait. Euh, C'est assez intéressant parce que quand on parle de la montagne, on parle toujours de la montagne sous le prisme de l'industrie du ski et nous on va en parler abondamment. Mais la montagne c'est plus de... Alors j'ai noté les chiffres, je les ai oubliés, mais de tête c'est plus de 22% du territoire français. Donc la montagne c'est quand même quelque chose d'important. C'est aussi de mémoire encore, là peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que c'est 8 millions d'habitants. Donc c'est pas juste un coin touristique, la montagne c'est un lieu de vie.
on a le sentiment que par rapport à ce que tu décris, que, il y a un vrai problème climatique en montagne. Or, que l'industrie du tourisme de masse et du ski essaye de maintenir les choses coûte que coûte, son activité coûte que coûte, au lieu de faire de la transition. Toi, quel sentiment t'en as? Est-ce que les stations se dirigent vers une transition, vers changer de modèle, ou au contraire, elles essayent de maintenir ce modèle de tourisme de masse, quoi qu'il advienne, et quoi qu'il Alors, en coûte? Alors, il est difficile de parler de transition en montagne parce que ce sont des territoires qui, avant cette industrie du ski, les habitants vivaient dans une extrême précarité et dans des conditions très difficiles, hein. On vivait des transhumances et beaucoup de personnes qui étaient l'été dans les pâturages ou qui faisaient du pastoralisme en montagne et qui, l'hiver, descendaient, étaient dans les usines en bas, habitaient à Albertville. Ils vivaient difficilement, les conditions de vie dures. Le ski les a tirés quand même d'une extrême précarité, amené cette richesse assez soudainement. Et puis le plan neige des époques des années 60 avec le président Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, a vraiment accéléré de phénomènes de tourisme et de promotion de la montagne comme un lieu de ski. Le président Giscard d'Estaing était le VRP du ski. On le voyait partout avec ses skis. Il y a des vieilles photos incroyables. Ça a marché, ce plan neige a vraiment fonctionné, sauf qu'en Aujourd'hui, c'est plutôt des territoires qui sont assez riches. oui, alors pas pour tout le monde. On vit mieux en montagne, il y a une richesse certaine. Il y a le prix au mètre carré qui a explosé. Il y a à Val d'Isère un ténement qui s'est vendu 50 000 euros du mètre carré. Même quand on est en basse montagne. Alors Val d'Isère, on est haut, donc on peut se dire, allez, on spécule sur la neige à long terme. Quoi qu'il y a 700 canons à neige pour assurer la saison aval. Mais même en bas, aujourd'hui, on est par exemple dans les Aravigres, en bordant la Clusaz, largement au-dessus des 10 000 euros du mètre carré. Donc les propriétaires sont riches. Les propriétaires terriens de terres constructibles sont riches. Les remontées mécaniques, c'est-à-dire les exploitants, sont riches. Certains habitants sont riches, mais tous les villages se dépeuplent parce qu'il y a une gentrification et que les habitants, finalement, à terme, ne peuvent plus se loger. Donc la richesse va vers certaines personnes. Et plus on construit de lits touristiques, plus on perd les habitants. Donc il n'y a pas un ruissellement vers tout le monde, on va dire. Et ça concerne même les villes. Annecy est Partout. inabordable. Chambéry, oui, ça commence, Aix-les-Bains. C'est pareil, quand on parle de montagne, je me demande toujours où est la frontière, en fait. Où est la frontière de la montagne? Alors, je discutais un jour avec Fiona Mill de Mountain Wilderness, qui me disait qu'il y avait un palier à 600 mètres d'altitude, où on expliquait qu'à peut-être au-dessus de 600, on disait que c'est la montagne. Mais moi, j'estime qu'à Annecy, on est dans un territoire de montagne, et ça dépend d'où on se place. Depuis Paris, j'aimerais bien savoir comment on trouve Annecy. Depuis la Clusaz, on dit qu'Annecy est en plaine. Moi, en tant qu'Annécienne, je me trouve plutôt en campagne haute. J'habitais Hong Kong un jour où Annecy, c'est la très haute montagne. Ouais, tout ça n'empêche qu'on a exactement les mêmes problématiques, qu'on soit dans ces fonds de vallée ou dans les stations. Et pour revenir au plan neige du départ, oui, ce plan neige a tiré les populations d'une très grande précarité, a amené énormément de richesses. Et quand Valéry Giscard d'Estaing, qui construit ce plan neige, donc qui construit des stations ex nihilo dans les montagnes, Tignes, Flaine, etc., en 77, il dit son fameux discours de Val-Louise qu'on peut trouver qui est passionnant. Il explique en 77 qu'il faut arrêter le plan neige. Parce que est-ce qu'on rend service aux habitants à qui on amène une richesse soudaine très rapidement? Est-ce qu'on rend service aux terres agricoles qu'on bétonne? Il dit qu'il faut arrêter de bétonner parce qu'on fait souffrir la faune, la flore, et Giscard était loin d'être un écolo. On est en 77 où il dit stop au plan neige. À cette époque, on a 150 000 lits touristiques construits. 77. Aujourd'hui, on a 3 700 000 lits touristiques 3 700 000 en montagne à remplir. Parce que j'ai regardé des chiffres et je me dis, bon, ils datent un peu, donc je ne vais pas les garder. C'était en 2017, 2,5 millions. C'est-à-dire qu'entre 2017 Voilà. et aujourd'hui... Rapport Marina Ferrari d'il y a 2-3 ans, 3 millions, quasi 700 000, camions 600. Et moi, je dis 700 parce qu'ils sont en train d'en construire pour les JO. Là. Donc, on est à 3 700 000 lits touristiques à construire. Donc, le plan neige n'a jamais arrêté. La transition n'a jamais réellement commencé. Mais non seulement on est en plan neige de construction de lits, mais on est en plan neige aussi de fabrication de la neige. On va en reparler de ça, mais ça veut dire que, en gros, les territoires de montagne, ils sont aujourd'hui ultra dépendants de cette activité? Oui. La Savoie, par exemple, 50% du PIB de la Savoie, c'est tourisme.
ce qui est gigantesque, avec une part du ski phénoménale. Euh, Aujourd'hui, de parler de montagne avec la diversification autre que le ski, on a tous compris que rien ne remplacera l'économie du ski en montagne. On peut mettre tous les VTT qu'on veut, et je pense que ce n'est pas souhaitable, mais on pourrait dire, allez, il n'y a pas d'impact sur les écosystèmes, on ne pourra pas remplacer l'économie du ski. À partir du moment où on veut remplacer un bilan par un autre, alors on ne fait pas de transition parce que ça ne marche pas. La vérité dit autrement, et si on enlève enfin, si on n'a pas de pudeur de gazelle, c'est que si on enlève le ski, la montagne va s'appauvrir. Sans anticipation, oui. Si on reste lié et corrélé au tourisme, qui lui-même est corrélé au ski. J'ai fait une école de commerce. Si j'avais monté un business plan comme ça, j'aurais eu 0 à mon étude de cas. Si on fait en sorte de continuer là-dessus, et c'est ce qu'on est en train de faire, de conforter ça, alors on va devoir partir de nos villages de montagne parce qu'on n'aura pas anticipé une probable fin de tout ça. Parce que, qu'on dise les choses, à moyen terme, le ski va disparaître. À quel point il va disparaître Est-ce que tu as une idée de la fin de l'enneigement Alors, moi, j'aimais tout le temps dire, je dis au début, quand il y a un peu de neige qui tombe, je reçois des dizaines de photos. Alors, tu vois, il neige. Alors, je leur dis tout le temps, arrêtez de confondre météo-climat. Alors maintenant, les dénialistes, que j'appelle ça, dans un gros paquet de déni et de climato-scepticisme, me renvoient la balle en me disant que je confonds météo et climat. Effectivement, on ne peut pas prévoir les vagues de neige qui vont permettre pendant 3 semaines, un mois, d'avoir les 30 cm de neige. Et c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours. On ne peut pas parler de transition pareil en basse altitude qu'en haute altitude. On a énormément de domaines de basse, moyenne altitude. Je prends toujours la Clusaz Grand Bornand, par exemple. Les villages sont à 900 mètres d'altitude, sachant qu'Annecy, si on dit qu'Annecy est en vallée à 420, tu vois, c'est quand même pas très haut au-dessus. Ces villages-là, qui sont des villages avant d'être des stations, avec des habitants qui vivaient avant et qui vivent à l'année, pas que du ski, ça va s'arrêter. Ça aurait déjà dû s'arrêter. Si on parle de transition en haut, beaucoup plus haut, Val d'Isère, Val Thorens, qui sont des villages avec des pointes de ski sur les glaciers à 3200, 3300 mètres d'altitude. On peut dire que ça va durer un peu, mais c'est qu'une question de temps. Les glaciers sont en train de fondre, donc on peut toujours essayer de se dire que dans certains endroits, la neige s'arrêtera dans moins longtemps. Mais globalement... C'est quoi les horizons de temps? Est-ce qu'on a une idée? Oui, par exemple... on peut lire tous ces rapports dans Nature et Science. Il y a un rapport dans Science qui explique que si on devait organiser des Jeux olympiques d'hiver d'ici à 2100, il n'y aurait qu'une seule station dans le monde, si on parle que de l'enneigement, pas des émissions carbone, etc. Si on devait parler que d'enneigement dans le monde, alors on ne pourrait skier qu'à Sapporo. Au Japon. Dans les Alpes du Nord, puisque c'est censé être la Mecque du ski, le temple du ski, les rapports de Cour des comptes 2008, 2011 et 2024 expliquent que les Alpes du Nord, sans faire de distinguo basse et haute altitude, ne sont pas prêtes à la transition. Donc moi je dirais partout d'ici à 2050, et allez, 2100, on aura de temps en temps une grosse chute de neige. Mais qu'est-ce qu'on va en faire en fait? Et est-ce qu'on aura les clients? Et du coup, les stations de montagne, est-ce qu'elles, donc tu dis qu'elles ne s'orientent pas vers une transition, qu'est-ce qu'elles font? Au contraire, elles investissent pour essayer de continuer ce modèle-là? Elles pondent des grands projets comme un New Deal à la Roosevelt et te disent on va faire des JO 2030 par exemple. Ils cherchent. Alors on perd ce qu'on appelle des journées skieurs. On a environ 55 millions de forfaits vendus annuellement. Qui est la manne du ski avec l'immobilier. Il faut vendre ces forfaits coûte que coûte et loger les gens coûte que coûte pour qu'ils restent. Qu'est-ce qu'elles font? Rien. Elles fabriquent la neige pour garder la manne. Et plus elles investissent dans des infrastructures lourdes pour garder cette clientèle, plus elles augmentent le coût à skier, qui est un forfait. Plus elles perdent une clientèle de quasi-proximité
qui n'est pas trop carbonée, et plus elles vont chercher une clientèle lointaine qui est hyper carbonée, mais qui peut payer le coup. Donc on perd des journées skieurs, mais les bénéfices sont toujours là, et même montants chaque année, parce qu'il est compensé par le panier moyen qui est plus élevé. Parce que pour l'instant, on a 70% de Français qui skient, enfin 70% des skieurs qui sont français. Il y a, je crois, 13% des Français qui skient, mais quand on regarde les skieurs, 70% sont des Français, 30% sont des étrangers, la grande majorité des Européens, dominés par les Britanniques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui évolue? C'est-à-dire Oui. qu'on a de plus en plus d'étrangers qui viennent Oui. skier, et en fait, la montagne est de plus en plus réservée à Oui. des gens fortunés. Et les politiques publiques, et les offices de tourisme, et les grands hôteliers, ou les grands centres de vacances comme un Club Med poussent la stratégie sur l'internationalisation du marché. Le centre régional touristique d'Auvergne-Rhône-Alpes va se balader partout dans le monde pour promouvoir ces Alpes qui sont l'image du ski, de l'histoire du ski et du blanc et de la neige et du tourisme d'hiver. On continue d'aller chercher à fond les clients et d'augmenter même la part du client étranger parce qu'ils ont un panier moyen plus élevé et parce qu'il faut remplir ces fameux lits touristiques qui sont, les Alpes sont un chantier à ciel ouvert en été. Hein. Donc on construit, on bétonne à fond. Et puis comme on va chercher cette clientèle lointaine qui paye cher, alors on monte en gamme. À l'époque, on a eu ces studios cabines qui correspondaient à une certaine frange de la population. Aujourd'hui, studio cabine, quand tu payes 80 € ton forfait et que tu as que des magasins haut de gamme, on va plus en studio cabine, ça ne correspond plus. On a beaucoup de 4, 5, des palaces qui montent en altitude. On a des programmes immobiliers très haut de gamme qui amplifient le fait d'aller chercher encore plus des clients étrangers qui vont remplir ces lits très chers. Et c'est ça qui ne va pas. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut remplir, on est OK, parce qu'on n'a pas de modèle économique de remplacement. On se dit, ben, on n'a que ça, on y va, quoique ça dépend des altitudes. Mais d'un autre côté, on augmente la dépendance au tourisme, on augmente la dépendance, et on n'est pas du tout dans l'accord de Paris, même si c'est un vieux truc maintenant, ce truc de l'accord de Paris. Mais on devrait décarboner, parce que on ne va pas y arriver. Aujourd'hui, on a des exploitants comme la Compagnie des Alpes, qui est le mastodonte de l'exploitation en montagne, dont l'actionnaire principal est à 40% à la Compagnie des dépôts, quand même, la Caisse des dépôts. Donc public, c'est ça. Oui, quand même, ça pose question. Qui exploite les plus grands domaines de France, qui axe une clientèle sur l'étranger uniquement, et qui annonce être bientôt neutre en carbone d'ici 2030. Hein. Ça gêne pas. Oui, ça ne tient pas la route parce qu'en gros, pour être neutre en carbone, bon, déjà, l'ADEME rappelle bien que la neutralité carbone, ça doit se prendre au niveau des États, à la limite d'une région, mais pas d'un service ou d'une compagnie. Et que par ailleurs, ça veut dire que ça ne prend pas en compte ce qui est le gros du bilan carbone du ski, c'est-à-dire tout le déplacement des voyageurs pour arriver à la destination. Ah, mais ce que disent les exploitants, c'est que ça ne nous appartient pas, ça. Ils disent, nous, on exploite nos domaines. La mobilité, c'est l'État, donc on ne le prend pas. Ce n'est pas notre fait s'il n'y a pas de train qui arrive. Donc, ce n'est pas nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on travaille notre petit territoire. On met des dameuses, ça reste encore à discuter, mais on transforme nos dameuses à hydrogène. Et on fait un peu de réno par là. Et puis, on met des canons à neige qui sont technologiquement un peu mieux. Et le reste, il se défausse complet. Le deuxième poste émetteur, c'est les passoires thermiques. 3/4 des 3 millions et quelques sont des passoires thermiques phénoménales. C'est le deuxième facteur émetteur. Mais ce n'est pas nous. C'est l'État qui ne met pas en place des politiques publiques pour qu'on rénove énergétiquement. C'est intéressant, tu disais que les Alpes étaient un chantier. On va beaucoup se focaliser sur les Alpes parce que c'est 87%, je crois, de la fréquentation en termes de ski. Et tu disais que c'était un chantier à ciel ouvert. Est-ce qu'il y a des gros chantiers? Est-ce que tu peux nous parler de certains chantiers c'est vrai que d'ici, si on ne va pas dans les Alpes, on ne se rend pas compte de la matérialité de ces projets-là. Est-ce qu'il y a des projets gigantesques? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble un projet de Club Méditerranée qui va cibler une clientèle à 90% étrangère maintenant, avec un consortium qui est Fosun à la tête du Club Med, un consortium chinois, a un projet de construction d'un Club Med tous les 18 mois dans les Alpes. Sachant que ces Club Med, c'est un peu les locomotives, les promoteurs
suivent les projets du Club Med et suivent, on a les bonnes miettes, quoi, en fait. Par contre, le problème, c'est que ces Club Med, par exemple, mettent des prix de référence complètement faussés. Et si on vend 4 000 euros la semaine ou 5 000 dans un Club Med, le promoteur qui arrive derrière et qui va acheter des terrains, dire bah, ça part, c'est rempli, nous on suit cette progression, puis le haut de gamme est beaucoup plus marge. On fait beaucoup plus de marge avec du haut de gamme. Donc un Club Med qui est construit dans les Alpes, c'est la permission de construire dans une zone complètement naturelle. On arrive sur une montagne, on te dit là, on va mettre le Club Med. Ah oui, mais les plans locaux d'urbanisme, les PLU, permettent pas de construire n'importe où. On a quand même des règlements. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée des entorses aux règlements, on crée des UTN, unités touristiques nouvelles, et je parle de Club Med, mais il y en a plein d'autres. On peut encore aujourd'hui se dire, cette forêt, on la rase. Il n'y a pas de route, on construit les routes, on amène tous les réseaux électriques et tout ce qu'il faut pour créer un village de plusieurs milliers d'habitants. C'est ça, un Club Med, c'est un village de C'est plusieurs ça, milliers. mais oui, c'est ça, c'est des milliers de lits, c'est minimum 2000 lits pour que ça tourne d'un point de vue économique, et puis avec un remplissage à 80% à l'année. Donc quand tu rases une forêt et qui doit être ski au pied parce que c'est tellement cher qu'il faut amener quand même de la neige, et que tu crées des réseaux d'eau, des réseaux électriques, des routes, que tu agrandis des aérogares parce qu'il va falloir que les gens arrivent par Lyon ou le Bourget-du-Lac à Aix-les-Bains. Les aéroports là exploités par Vinci se frottent les mains, hein. C'est gigantesque le business. Et puis maintenant, on a un business d'hélico qui amène les gens en taxi hélico. C'est ça la montagne. C'est 8 grues, 8-10 grues sur plusieurs mois, avec du trafic de camions sur des routes complètement escarpées. Il va y avoir un énorme projet à Val Thorens, là, sur le plateau du Cairn. On est en bas de Val Thorens. Ah, moi, j'étais encore dans le business. On parlait déjà de ce projet. Il sort maintenant, bah oui, ça urge, donc il faut vite construire. Il y a, mais combien, avec des résidences de tourisme très haut de gamme, mais je n'ai plus les chiffres en tête. C'est un autre village à construire. C'est comme si tu construis. J'avais 59 000 mètres carrés. Ça ne m'étonne pas. Et puis, Je ne me rends pas compte ce que ça fait. Ça a l'air grand, mais. Ouais, c'est un village. C'est un village en plus, avec des centres de tourisme et des vagues pour faire du surf en intérieur. Va falloir acheminer ces gens. Et là, c'est 90% du bilan carbone, c'est la mobilité, hein, Valto. Donc, on est toujours là-dedans. Pour les JO de 2030, on a prévu des constructions un peu partout. Dans tous les villages olympiques, il va y avoir des milliers de lits touristiques à construire. J'avais vu à Zermatt Ah oui. un projet de construction d'une tour, je ne sais pas si ça va se réaliser, de 230 mètres carrés, de 230 mètres de haut. Il y a des projets comme ça, complètement, qui nous paraissent surréalistes, par rapport à ce qu'on se disait au début, de la montagne qui est malade, qui est en train de s'effondrer. À Tignes, il y a un nouveau Club Med qui a ouvert au fond de vallée vers Val-Claret. Alors quand on le voit, déjà, c'est le gros mastodonte. Bon, allez, c'est pas une tour, mais au lieu d'avoir les milliers de personnes en hauteur, on les a étalées sur l'horizontale. Il y a toujours la problématique de dire est-ce qu'il vaut mieux monter pour moins artificialiser, bref. Mais il y a des projets qui avaient été mis en concurrence sur ce projet de Club Med. Moi, j'ai vu les projets, on les trouve sur Google. L'architecte, je crois que c'était Chaban, on peut trouver assez facilement. C'était 2 tours à la Zermatt, hein. 2 tours en verre au fond de la vallée de Tignes, avec un argumentaire, les montagnes se reflètent, nanana. Mais c'était 2 tours en verre. Donc, on a ces délires architecturaux un petit peu partout. Moi, quand j'ai vu Zermatt, j'ai cru une blague, en fait. Et c'est un vrai projet. Je ne sais pas où il en est. Alors, il y en a qui l'ont pris comme une blague. Les parlementaires suisses s'intéressent fortement à ce qui se passe à Zermatt, surtout que politiquement, on sait qui est la famille qui est derrière ce projet à Zermatt. Ils rigolent pas du tout. Ils veulent du monde à Zermatt. L'argumentaire, c'est de dire il nous faut du logement abordable. Donc, on met un max de monde dans un truc. Non, c'est d'amener des gens par hélico qui vont remplir Zermatt. On sent tous la fin du truc. L'histoire en Suisse, c'est que la Suisse n'a pas connu de plan neige et n'a pas eu ce développement de stations tel qu'on l'a connu en France. Et ils ont une loi qui est la Lex Weber, qui contraint fortement la construction de résidences secondaires en Suisse, qui est très chouette. On peut vraiment regarder, la Lex Weber, elle est intéressante, mais pour moi, elle va voler en éclats. Et les parlementaires suisses, je discute avec 2-3, ils ont juste peur que tout vole, parce que finalement, le modèle français
fait quand même baver un peu tout le monde. Oui, parce que c'est pas forcément les représentations qu'on en a. Moi, j'ai regardé les grands pays touristiques de ski. En gros, il y en a trois à peu près, autour de entre 50 millions et 60 millions de journées skieurs. C'est les États-Unis, l'Autriche et la France. Alors, le tiercé évolue. Et c'est vraiment les trois grands pays. La Suisse est même pas quatrième, c'est l'Italie qui est quatrième avec 33 millions. Donc la Suisse est vraiment loin. Ça m'a étonné. Oui, ben, en fait, en Suisse, on a contraint la résidence secondaire, donc on n'a pas axé le tourisme sur l'afflux de touristes en mois de février comme nous. Quand on va en Suisse au ski, on est encore dans des villages assez préservés. Alors, il y a du monde sur les pistes, il y a des grosses infrastructures, hein, puis ils ont de l'argent, donc ils y vont. Mais on n'a pas cette visualisation du tourisme de masse avec des villages qui ont été construits spécialement à remplir. Mais il fait envie. C'est sûr que ça fait envie. Le premier pays skieur, c'est vrai que ce sont les États-Unis. L'exploitant, c'est Vail Resort, par exemple. Pour le moment, alors on dit que la Compagnie des Alpes, ils sont horribles, et c'est vrai qu'ils font un travail de fou d'exploitation de la montagne, son paroxysme. Mais moi, je regarde Vail, qui est en train de débouler dans les Alpes, en fait. Vail Resort, qui rachète les remontées à Crans-Montana, en Suisse. Là, alors, on tombe dans la démesure à l'américaine, hein. Et c'est-à-dire qu'on vend un forfait à Crans-Montana comme on vend dans le Colorado, avec de la navette avion dans les deux. C'est-à-dire que les forfaits font les deux, avec des passes ski un peu partout. Et les Américains, on a bien compris, ils vont prendre l'avion comme nous, on prend notre voiture pour monter au ski. Et les Américains étaient pressentis sur des réponses d'exploitation là, à la Plagne. Ça s'est pas fait. La Compagnie des Alpes a gardé son exploitation. Alors, c'est entre la peste et le choléra. J'ai dit ouf, mais ils vont arriver. Hein. Comment ça se fait que les Américains ne sont encore pas dans les Alpes du Nord? Le jour où ils déboulent, ben on peut pleurer en fait. On peut juste pleurer. Donc on n'a pas à parler justement on a pas mal parlé des logements, de l'immobilier. Qu'est-ce qu'il en est justement des canons à neige, des infrastructures et qu'est-ce qui se construit? On voit que la neige commence à manquer, donc on va créer de la neige artificielle. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'infrastructures qui sont construites pour aller chercher plus haut de la neige? Qu'est-ce qu'il en est? Eh oui, avant, dans les années 80, quand les canons apparaissent, les canons à neige apparaissent, c'est pour pallier certaines pistes de retour village, des pansements un petit peu à droite à gauche, justifiés à l'époque. Aujourd'hui, les canons à neige sont vus comme un véritable moteur pour conforter le modèle du ski partout. On va enneiger. Quand une station rénove ses remontées mécaniques, il y a le package canon à neige tout le temps. Toutes les stations investissent ou dépensent dans les canons à neige. Je dis dépenses parce qu'il n'y a pas forcément un retour sur investissement. Il y a une thèse de Jonathan Cognard qu'on peut lire sur le problème économique de l'enneigement artificiel qui n'est pas rentable. Les stations les plus hautes, je disais tout à l'heure, Val d'Isère. Val d'Isère, on a 700 minimum canons à neige pour assurer l'enneigement de la station, non pas que sur un retour village, mais également tout en haut. On trouve aujourd'hui des canons à neige sur les glaciers. Alors les exposants nous disent oui, c'est pour entretenir les glaciers. Grâce à nous, le glacier tient. On a un problème de ressources en eau, on a un problème de coût énergétique, et puis on a des impacts phénoménaux. On a une idée du nombre de canons à neige déployés dans les Alpes? Parce que moi, c'est un chiffre que j'ai cherché, que j'ai pas trouvé. Ouais. Là, tu dis 700 à Val d'Isère. À chaque fois, on voit chaque grande station. Il y a à peu près 200 stations de ski alpin dans les Alpes. J'ai plus le chiffre tout à fait exact, je crois que c'est 188. Toutes les stations ont comme ça des centaines de canons à neige. Toutes les stations. J'ai pas de chiffres, tout comme j'ai pas de chiffres des retenues d'altitude. Il y a un journaliste qui est en train de répertorier, de faire une cartographie de toutes les retenues d'altitude. Alors, il y en a qui disent des lacs. Moi, sur Google, de temps en temps, je change le mot lac par retenue. Je veux pas qu'on parle de lac de montagne quand on voit des retenues. Ce sont des bassines, en fait. On crée forcément des retenues quand Oui. on a des canons à neige? Oui, parce qu'il faut de l'eau. Il faut beaucoup d'eau. Quand on fait fonctionner des canons, on doit amener des réseaux d'eau pour cracher cette eau qui, à 0 degré, se transforme en gouttelettes de neige. Les stations ont plusieurs retenues d'altitude. Moi, je dis des bassines. Aujourd'hui, c'est vraiment le fonctionnement des bassines. Elles sont remplies
par captage des sources et des torrents. Donc c'est Euh, même pas de l'eau de pluie qui. c'est à la marge, Ouais. c'est pas ce qui va remplir. On pourrait dire qu'une retenue collinaire serait une retenue dans les termes qui serait remplie par ruissellement des collines dedans. C'est vraiment à la marge, ces retenues-là. Les retenues, on va dire, sont remplies principalement par captage des sources et des torrents. Alors, on a des lois, hein, il y a des débits minimums réservés. On ne doit pas remplir une bassine quand la source, jusqu'à tarissement de la source, par exemple. Mais qui vérifie? On l'a vu, hein, 37 ans de vol d'eau à la Clusa pour remplir les bassines. Donc, les stations ont plusieurs bassines qui sont toutes reliées entre elles. Il y a des centaines. On va dire que les montagnes sont des gruyères de centaines de kilomètres de réseaux d'eau et d'électricité et de réseaux électriques. Elles sont toutes reliées entre elles. Donc, quand tu as une station qui est en plusieurs vallées, on peut enneiger artificiellement ici avec des bassines qui sont là, hein. Alors, le mieux, c'est qu'elles soient là. Donc, en fait, ils en mettent un peu partout. Et aujourd'hui, parce qu'on a compris qu'il y avait un impact sur les écosystèmes et la biodive, hein, quand on assèche un torrent pour remplir des bassines, on y tue toute vie, toute faune et flore et tout ce qui est piscicole à vie. Les forêts se dessèchent. Enfin, c'est exactement les mêmes principes que le Poitou-Charentes, hein, que les bassines pour le maïs. Alors, ils disent que c'est pour du multi-usage maintenant. Ils disent que les bassines servent aussi à l'eau potable. Sauf que l'eau des bassines n'est ni potable pour l'humain, ni pour les vaches, ni fromageable. C'est bien pour les canons à neige. Donc, en fait, on capte une eau de source qui est quasi potable ou potable. On la fait croupir dans des bassines pour s'en servir pour de la neige. Et si on voulait la réutiliser pour mettre dans les réseaux d'eau potable, alors on devrait construire une usine d'ultrafiltration ou de repotabilisation pour mettre dans les réseaux d'eau. Dommage parce qu'elle est vraiment propre à la source. Et généralement, ces sources qui sont captées sont les mêmes qui alimentent les villages en eau potable. Mais ça, est-ce que pour avoir un désordre de grandeur, est-ce que c'est quelque chose qui est important en termes de ressources en eau dans un territoire de montagne qui en manque ou... Oui, il y a des chiffres qui expliquent que dans les Alpes du Nord, les usages de l'eau, la consommation d'eau pour les canons serait l'équivalent d'une ville comme Grenoble. Il y a des rapports France Nature Environnement qui sont très précis sur donc France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et FNE Haute-Savoie. On peut consulter tous leurs rapports sur la consommation et les usages de l'eau pour les canons à neige, les impacts sur la ressource en eau. C'est très précis. Et alors, il y a un formidable documentaire qui existe. Ça s'appelle La montagne, le nouvel Ibiza. C'est un documentaire qui est réalisé dans les Alpes autrichiennes et suisses avec des scientifiques et des hydrologues très reconnus qui sont transfrontaliers et qui travaillent la ressource en eau et les impacts de l'enneigement. Et ce documentaire, La montagne, le nouvel Ibiza, explique très précisément les impacts et la consommation et la pollution liée au canon à neige. Moi, j'avais un vieux chiffre et donc je pense qu'il a plus beaucoup d'intérêt. Je crois que c'est à la fin des années 2010, à peu près 25% de l'eau dans les Alpes était utilisée pour les stations et donc il y a dû y avoir une inflation très forte depuis avec les canons à neige. Oui, mais l'argumentaire, c'est de dire oui, on s'améliore dans nos canons qui sont moins consommateurs d'eau, moins consommateurs d'électricité. Mais quand dans le même temps, on augmente les taux de couverture en neige artificielle, on a beau avoir les meilleurs engins et les plus économes possibles, de toute façon, on augmente aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle. Parce que la France, on est à 45%. Excuse-moi, on est à 45% des taux de couverture en neige artificielle, en France, on va dire. La Suisse... C'est-à-dire quoi? 45% des pistes qui sont équipées de canons à neige. C'est ça. L'Italie est à 90%. La Suisse et l'Autriche sont entre 60 et 70%. Donc, le plan Laurent Wauquiez, plan montagne durable, nous explique en 2021 que comme la France n'est qu'à 45 et comme les stations sont compétitives entre elles, la France doit augmenter ses taux pour être au même niveau que Suisse, Autriche et Italie à 90%. Sinon, on va perdre ses skieurs. Effectivement, dans le raisonnement, on peut dire il n'y a plus de neige en France, les skieurs vont aller skier en Suisse, Italie. C'est juste, est-ce qu'il faut le faire? C'est pour ça que quand on a une réglementation qui est juste en France, il faudrait peut-être une réglementation
en ligne de manière transalpine, puisque finalement, les marchés sont compétitifs entre eux, tout comme les stations sont compétitives entre elles. Une station qui a 100% de pistes enneigées artificiellement a plus de chances de récupérer une clientèle où il y a plus de neige l'année d'avant, ailleurs, hein. Donc il y a toujours ces phénomènes-là. Je pense toujours à Font-Romeu, dans les Pyrénées, qui se vantait. Alors, je crois que c'est quasi 100% des pistes qui sont enneigées artificiellement. Moi, je crois 90% des pistes. Le maire de Font-Romeu, l'année dernière, se vantait d'avoir une saison exceptionnelle. On est quand même dans un pays dans une région qui se désertifie en vrai. Le maire d'un village du même bassin versant, donc qui suce sous Font-Romeu, m'appelle au mois d'avril et me dit: on n'a plus d'eau au robinet. Est-ce que vous pouvez me dire si on a skié sur notre eau potable? Bah, techniquement, oui. Techniquement, oui. C'est-à-dire qu'ils pompent tellement d'eau en haut, dans le lac des Bouillousses, dans les torrents, etc., que finalement, ils modifient les cycles de l'eau et ils modifient les bassins versants. On va parler des subventions parce que évidemment tout ça c'est subventionné. Juste avant, pour moi il y a un sujet sur on l'a dit, d'ici, alors on n'a pas donné de pas de temps très précis, mais d'ici 20, 30, 40 ans, le ski va être fini ou va être réservé aux stations d'hyper-altitude. Qu'est-ce que va devenir toute cette infrastructure, toutes ces installations? Est-ce qu'on voit déjà de l'urbex, enfin des communs négatifs, des grands hôtels qui ne servent plus, des remontées qui ne servent plus? Quel va être le devenir de toute cette infrastructure? Ben, on est en plein dedans. On observe là alors pas vraiment des grandes stations. Moi, je fais le distinguo entre stade de neige, station qui a de l'hébergement ou juste des remontées mécaniques. On s'aperçoit aujourd'hui que les communes et les communautés de communes ont de plus en plus de mal à financer certaines de ces infrastructures-là. Sauf que les habitants la prennent lors d'un vote en communauté de communes. L'Alpe du Grand Cerf, pas très loin de Grenoble, l'année dernière, apprend soudainement, euh, parce que les collectivités ont moins d'argent, que la communauté de communes ne soutient plus les remontées mécaniques. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'Alpe du Grand Cerf? S'il y a des remontées mécaniques et de l'hébergement touristique, il y a 7 fermes, une école et des habitants à l'année qui apprennent par vote que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait les gens? C'est pas prévu, c'est pas planifié, il n'y a pas d'anticipation. Alors on arrive là à trouver une espèce de solution rustine pour que le village continue à vivre, mais on conforte le modèle du ski, on pense pas à autre chose, hein. Donc les remontées mécaniques souvent sont démantelées. Quand il y a une loi, je crois que c'est avant 2018, tout ce qui a été construit après 2018 doit être démonté par les exploitants. Avant, c'est un peu le flou, quoi. Et les Euh, bâtiments, les hôtels. Il y a, Parce que il y a pas mal de stations fantômes. on a l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que dans 30 ans, on se baladera dans les Alpes et on verra des hôtels fantômes. Il y a un monsieur de la Clusaz qui a un hôtelier familial, qui a son hôtel familial qui accueille toute l'année, a vu construire à côté de chez lui un immense centre de tourisme très haut de gamme qui en est à basse altitude, hein, qui vient d'ouvrir. Et il me dit, ça fait mal parce que on sait qu'ici un jour on aura un problème alimentaire. Peut-être qu'on fuira parce qu'on n'aura plus à manger et que nos terres agricoles auront été bétonnées. Et il dit, et quand je vois ce bâtiment à côté, ça me fait penser à Shining. Mes enfants vont se balader dans des couloirs vides de résidences haut de gamme avec des piscines vides. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et il me dit, et le béton est coulé pendant combien de temps? Je dis, bon, 250, 300 ans. Et c'est ça, en fait, le béton, quand il est coulé, il est coulé. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Sachant que quand même, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais c'est quoi? C'est 3 semaines ou 4 semaines par an que les lits sont utilisés? Oui, c'est février. On va dire, la saison commence à Noël. Donc, il y a un lancement de saison pour Noël. Alors, on voit toutes ces images de blanc partout. Il y a le lancement par les courses aussi, hein, les courses FIS des fédérations de ski lancent aussi des saisons dans des villages. On va dire Noël, et puis ensuite, c'est février. Janvier est rempli par les grands centres touristiques, par les Brésiliens. Les Club Med de janvier dans Tarentaise, 90% de clientèle brésilienne. Complètement dystopique parce que moi je suis allée voir l'année dernière, j'ai fait un week-end au Club Med pour me rendre compte à Pesé-Valandry, j'y croyais pas. Sur tes deniers?
Je suis allée boire un coup. Je suis rentrée pour boire un verre. Oui, de toute façon, je paye toujours moi. J'ai discuté avec les gens, des Brésiliens partout. Je leur demande d'où ils venaient. Donc de Rio. Et une dame me dit, c'est formidable parce qu'on est à 50 degrés actuellement à Rio. Donc nous, on vient au frais. Il faisait chaud l'année dernière au mois de janvier sur les pistes. Je lui dis, mais vous vous rendez compte, on n'a pas trop de neige, il fait chaud. Elle dit, ah, mais nous, de ne pas avoir -20, ça nous va bien. S'il fait 10, on se met et on bronze. Et en discutant avec le chef de village, il me dit qu'effectivement, la campagne du Club Med et du coup des autres qui ont besoin de remplir, donc on va dire de tous les autres infrastructures d'exploitation, de remplissage de modèles touristiques, c'est de capter cette clientèle qui a trop chaud au mois d'août, parce que c'est comme si c'est le mois d'août chez eux à cette époque, c'est l'été, et on a cette clientèle-là. Et en fait, on a une espèce de tourisme climatique qui correspond à ces populations très haut de gamme qui ont besoin d'exotisme, de neige, mais pas trop froid. Et ça remplit. Et c'est complètement fou. Et en fait, on en est là. N'empêche qu'il faut remplir. Le problème, c'est que plus on construit de lits touristiques, plus il faut les remplir. Et plus on a un chien qui se mord la queue d'entretenir et d'aggraver la problématique sur tous les points. Quand on remplit d'une clientèle étrangère principalement, tant mieux, parce qu'on n'est pas prêt à pas remplir. Hein, donc il faut le faire. Donc on n'a pas d'autre politique. On aggrave le bilan carbone de la mobilité, on aggrave le bilan carbone des constructions, puisqu'on ne rénove pas l'existant qui est passoire thermique quand on construit du neuf. On aggrave les problématiques de bétonner les terres agricoles. On aggrave les problématiques de gentrification où les gens finalement sont obligés de fuir parce qu'ils ne peuvent plus se loger. On aggrave aussi les problématiques agropastoralisme et puis d'écosystème parce qu'on capte plus d'eau pour faire encore plus de neige. Et du coup, on investit encore dans plus de canons à neige pour faire encore plus de neige. Et on vend plus cher le forfait. Donc, on va charger une clientèle lointaine. Et c'est ça. Et tout est aggravé, alors qu'on devrait juste penser cesser aggraver le problème. À quel point, justement, enfin, on n'a pas parlé des remontées mécaniques. Est-ce qu'on en construit encore ? Oui, on construit encore des remontées mécaniques. On rénove des anciennes remontées mécaniques pour les rendre plus performantes, des remontées 4 places lentes, on en fait des 6, 8, 10 places débrayables, sièges chauffants avec bulles. Ça, c'est de l'investissement, de la dépense qui existe encore partout. Actuellement, à la Clusaz, moi je prends cet exemple parce qu'on est à basse altitude, à la Clusaz, ils sont en train de, secteur de Balme, on est au fond du village, remodeler complètement la montagne. Alors on reprofile, on dit. C'est-à-dire, on envoie des bulldozers. Et voilà. En fait, quand tu changes tes remontées mécaniques ou tu dépenses dans des remontées mécaniques, il faut vendre du forfait. Quand tu construis une autoroute, il faut vendre du passage autoroutier. Quand on change de remontée mécanique, d'ailleurs, les remontées mécaniques dépendent du ministère des Transports. C'est construit pareil. Il faut Oui, ce qui donne un petit avantage fiscal. Gros avantages fiscaux dans tous les sens. Ça veut dire concrètement que... Pardon. Oui, je t'en prie. Ça veut dire que c'est les Français, ça, qui payent. Si Ouais. en gros, je ne sais pas quel est le pourcentage de TVA, mais si c'est 10 au lieu de 20, ça veut dire que c'est les Français qui financent ces remontées, en partie. Exact. Et puis il y a la défisque sur le remplissage des dameuses, qui sont des engins qui fonctionnent au fioul. Enfin, il y a les avantages de tout ce qu'on peut entendre dans le transport routier. Mais quand tu construis ces remontées mécaniques ou que tu rénoves par des infrastructures beaucoup plus performantes pour amener plus de monde en haut, donc il faut que tu amènes plus de monde sur cette piste ou généralement sur ton domaine pour vendre un max de forfaits. Sauf que pour amener un max de monde sur ces pistes-là, il faut que la montagne soit accessible à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Facile, hein ? Ils reprofitent la montagne. Tu amènes des bulles, ta montagne, tu la pètes, des bulldozers. et tu fais du chemin. Et tu fais du chemin. On dit qu'on bleuise la montagne. Bleuise pour des pistes bleues. Pistes bleues. Okay. On verdit la montagne, on verdise la montagne, piste verte, pour casser ce qui est piste rouge et qui est piste noire, qui est destiné à une élite, donc pas à tout le monde. Oui, juste piste noire, c'est les plus difficiles, piste rouge, un peu moins difficile, piste bleue, ça devient relativement facile, piste verte, c'est très facile. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc on reprofile les pistes pour... Et on peut le voir actuellement partout, l'été, quand on va en montagne, les sommets et les pans de montagne sont envahis de bulldozers qui créent du chemin d'accès pour que
toutes les familles puissent avoir accès jusqu'en haut de la montagne. Ça, c'est un sujet qui est quand même politique et qui est très intéressant. C'est à quel point il est subventionné, à quel point l'équipement des canons à neige, des remontées mécaniques, de ces grands travaux qui sont faits dans les stations, est-ce que c'est les stations de manière privée qui financent tout ou il y a de l'argent de l'État, des régions C'est de l'argent public principalement. Les rapports de Cour des comptes, notamment celui de 2024, de février 2024, pointent bien que l'argent public est mal utilisé dans les stations de ski toute altitude. Quand un maire décide qu'il va continuer, il va conforter son modèle du ski parce que il n'a pas d'autre solution, hein. Les pouvoirs publics lui amènent de la subvention pour faire du ski. Ben, finalement, les bassines d'altitude, les remontées mécaniques, les infrastructures routières sont sponsorisées par l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les départements. Le plan montagne durable de Laurent Wauquiez, c'est de fabriquer des bassines d'altitude, hein, tout simplement. C'est de l'argent du contribuable pour moins de 10% des Français qui skient. Quand un maire de montagne décide d'investir dans une bassine d'altitude ou de bénéficier du plan montagne durable de Wauquiez qui est de conforter le modèle du ski, alors le département de la Haute-Savoie abonde d'autant. Il n'y a pas photo. En fait, tous les foyers fiscaux français payent pour moins de 10% des Français qui skient une activité qui va s'arrêter parce qu'on cherche un modèle économique de remplacement. C'est de la maladaptation et de la malutilisation de l'argent public. Est-ce qu'on a une idée des montants de ces subventions? Parce que on suppose comme ça que c'est pas des petits montants. Non, alors j'aurais dû réviser avant, j'ai plus le tête du plan montagne durable de Wauquiez. On est à plus de 200 millions, 300, 400 millions. J'avais 315 millions, mais c'est pareil, je l'ai regardé il y a Ouais, quelques c'était en jours. 2021. Mais sachant que l'Auvergne-Rhône-Alpes subventionne, on va dire, entre 300 et 400 millions sur une courte période et qu'il a financé avant, on va dire entre 300 et 400 millions. Le département de la Haute-Savoie avait abondé d'autant les stations qui ont besoin des mêmes infrastructures. Et quand le département de la Haute-Savoie abonde d'autant, alors on a des petites bourgades, on parle de Saint-Gervais, qui dit bah, nous, puisqu'il y a le plan montagne et le plan de la Haute-Savoie qui abonde d'autant, bah, nous, on crée un fonds alpin qui abonde aussi. En fait, faire le compte de toutes les aides publiques, c'est plusieurs centaines de millions d'euros pour quelques massifs. Et si je me fais l'avocat du diable, je Oui. veux dire, voilà, le ski, c'est 120 000 emplois, en tout cas, c'est ce que disent Les lobbies. je crois que c'est le chiffre vient de Domaine skiable ou quelque chose comme ça. 120 000 emplois, 90 000 emplois dans les Alpes. Ça, toi, c'est un chiffre que tu contestes? Oui, enfin, je conteste. Domaine skiable de France, qui est une organisation qui regroupe les domaines skiables, est le plus gros lobby pro-business, pro-ski de France. C'est un lobby pro-business. Moi, j'ai pas de comptage autre que ce lobby-là. Je suis OK parce qu'il n'y a pas d'autre. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une organisation indépendante qui définisse véritablement de combien se monte l'emploi, combien il y a d'emplois fixes, combien il y a d'emplois saisonniers là-dedans, et qui sont les saisonniers, et combien coûterait une annualisation par l'État, on va dire, des fixes et d'une partie des saisonniers. Je sais pas, comme les 9 milliards que rapporterait l'argent, chiffre domaine skiable de France, en vrai, combien rapporte Sergent du ski et à qui? J'aimerais bien voir un fléchage de l'argent puisque les villages se dépeuplent. C'est bien qu'il n'y a pas de ruissellement, ce ruissellement, c'est une illusion. Et ça, finalement, les chiffres qu'on a sont toujours les plus forts lobbies. Domaine skiable de France, qui est DSF, l'ANMSM, qui est l'Association nationale des maires des stations de montagne, France Montagne, qui est un puissant lobby d'État pour vendre la montagne, Atout France, moi j'ai travaillé pour eux depuis Hong Kong, hyper puissant, c'est l'État, parce que la France est un pays touristique avec un prix d'appel sur les Alpes et avec Chamonix, l'Aiguille du Minier, etc. Donc tout ça, il n'y a pas de contestation de chiffres parce qu'il n'y a pas véritablement de comptage indépendant. Justement, qui sont les lobbies du ski? Au téléphone, en préparant l'interview, on avait rapidement discuté. Tu m'as dit que tu en identifiais une quinzaine. Oui. À quel point ils sont influents?
C'est typiquement, on se dit, c'est pas l'aéronautique, c'est pas l'automobile, c'est pas une industrie qui est aussi puissante. Toi, tu dis au contraire que les lobbies sont assez influents. Qui sont les lobbies du ski et quelle influence ils ont? Ils sont hyper puissants, hyper nombreux et ils tiennent la montagne. On va dire que, les 23 de territoire métropolitain qui sont à la montagne avec en plus les Alpes qui est vraiment, le produit d'appel, on va dire, subit de plein fouet cette pression des lobbies. Donc, Domaine skiable de France, ANMSM, Association nationale des maires des stations de montagne. L'ANEM, l'Association des maires de montagne, c'est une organisation puissante de maires qui s'entraident entre eux. Le syndicat des moniteurs, hyper puissant syndicat des moniteurs, c'est l'ESF. 17 000 moniteurs qui chassent en meute, ils le disent eux-mêmes, quand il s'agit de sauvegarder leur emploi. Ils montent à l'Assemblée avec un chef suprême hyper puissant qui est Laurent Wauquiez, suivi de son fidèle adjoint Gilles Chabert. On trouve tout sur Monsieur Chabert sur le net. Ces réseaux-là, France Montagne, qui est là pour la promotion de la France à l'étranger, tout simplement. Atout France, pareil, sont des lobbies. Les lobbies de... Toi, tu as travaillé pour Atout France, du coup. J'ai travaillé pour Atout France depuis Hong Kong, qui était depuis de vendre la France à l'étranger. Moi, c'était les marchés d'Asie du Sud-Est. À l'époque, c'était qui est 1% de clientèle sud-asiatique qui viennent dans les Alpes. 1% de clientèle sud-asiatique, ça ne me posait pas de questions à l'époque. Maintenant, je me dis, j'étais pas un peu tarée. Mais, bon. Mais en fait, tous ces lobbies sont méga puissants. Les moniteurs, quand on touche 1 centime de leurs revenus, ils chassent en meute à l'Assemblée en vrai. Là, l'ESF vient... C'est-à-dire, tu peux prendre des exemples? C'est-à-dire que là, l'ESF vient de fêter ses 80 ans. 80 ans, c'est une école, l'ESF, l'école du ski français, c'est une entreprise privée. Hein. C'est pas une école d'État, c'est une boîte privée qui est soutenue par Michel Barnier actuellement, qui est le papy des JO de 92. Par c'est un petit peu, on va dire, l'armée rouge suprême qui est l'emblème de la montagne et du ski. Ces moniteurs rouges qui sont vendus un peu comme un service d'État. Hein. SF, on a l'impression que c'est... moi, je me suis tout le temps dit, il y a des écoles concurrentes, on n'en entend pas parler. Quand il y a eu Covid, les remontées mécaniques ont fermé. Donc, les ESF n'avaient plus de clients. Je crois que c'est la seule corporation professionnelle qui a obtenu au minimum 10 000 euros de dédommagement par mois pour les moniteurs qui n'avaient pas travaillé. 10 000 euros par mois par moniteur? Ouais. Et en fait, pendant toute l'année? Pendant les mois de fermeture Covid. D'accord. J'ai des potes moniteurs qui m'ont dit si j'avais su, j'aurais tout déclaré l'année d'avant, j'ai les boules. En fait, ils sont tellement puissants qu'ils sont aux tables des ministres, aux tables de l'Assemblée nationale, aux tables des députés qui reportent qu'ils sont 120 000 emplois, 9 milliards, et qu'on n'a pas d'économie de remplacement. Il faut soigner principalement cette corporation. Quand il y a une commission finance sur les domaines skiables et qu'on a le président des domaines skiables de France qui ment ouvertement à tous les députés, on a fait un debunk de toutes ces affirmations fausses et de mensonges. Il ment en commission des finances sur la transition, l'adaptation, les chiffres de la montagne. On verdit, on fait ce qu'il faut. C'est du mensonge assuré. Il n'y a pas de contradictoire. Toutes ces corporations et ces organisations qui sont présentes aux tables des décisionnaires n'ont pas de contradictoire. Ces corporations, à un moment, c'est eux qui définissent les calendriers scolaires. Si les vacances sont différenciées Ouais. sur les zones, parce que les vacances de février, ça s'étale sur 6 semaines, non? Oui, c'est à peu près ça. Ouais. C'est du fait de l'industrie du ski. Voilà. Ils influencent les calendriers scolaires. Ils influencent, à une époque, on avait la météo des neiges qui remontait, alors, le soir à 20h30, qui remontait l'information météo des neiges aux télévisions. Ce n'était pas Météo France. C'est Domaine skiable, ANMSM, ANEM, tous ces gens qui, chaque année, invitaient les présentateurs, ou invitent peut-être encore les présentateurs météo sur une semaine, en station, dans tous les centres. On a aussi les syndicats du BTP qui sont méga puissants. Il faut continuer à construire la montagne pour le BTP en général. On va dire aussi que Vinci
est un fort lobby, puisque c'est Vinci qui exploite les aéroports, qui amène les millions de touristes étrangers. Vinci Aéroport qui exploite Il y a les... des millions de gens qui viennent en avion jusqu'à la Oui. montagne, ça me paraît En beaucoup. février, Parce qu'il y a quoi, entre 5 et 9 millions de touristes qui vont skier par an. en février, il y avait un chiffre, je ne l'ai plus en tête. En février, on a sur l'aéroport juste du Bourget-du-Lac, à Aix-les-Bains, euh, une arrivée, une arrivée et départ toutes les 3-4 minutes d'avion pour et de l'Angleterre. On a tous les jours, chaque année, une ligne supplémentaire qui s'ouvre de l'Angleterre vers cet aéroport qui est hyper stratégique. Avant, on avait juste Londres. Aujourd'hui, on a Bristol, Southampton et quasi toutes les grandes villes d'Angleterre qui déboulent en masse pour 29 livres, des centaines et des milliers de touristes. J'aimerais bien voir le compte exact de février de remplissage de touristes britanniques qui remplissent les domaines skiables. 80% de la clientèle d'Avoria au mois de février est une clientèle étrangère qui arrive d'Angleterre principalement. On a des agrandissements d'aéroports spécialement pour février. Saint-Exupéry à Lyon et le Bourget-du-Lac à Aix-les-Bains. Très clairement, il va y avoir dans les années qui suivent là un plan de construction de nouvelles aérogares juste pour monter les gens en Tarentaise depuis l'Angleterre. C'est gigantesque, c'est phénoménal. Et ces gens, malheureusement, on ne peut pas blâmer les skieurs. Ils ne savent pas. Quand on a l'offre, le skieur vient en fait. Moi, j'aime pas blâmer les gens. Oui, mais les gens viennent. Oui, mais ils ne savent pas en fait. Donc, on conforte un modèle avec ces moyens de transport qui, aujourd'hui, on sait, devraient plutôt diminuer qu'augmenter. Alors, tu es très active sur LinkedIn. Dans un post, tu as fait un post qui est assez marrant. Tu as dit l'Alpe d'Huez, les deux Alpes, la SATA, donc la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez, c'est Dallas et son univers impitoyable en pire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, je suis un peu embêtée avec ça. Parce que hier, le monsieur Noiret a été finalement innocenté par Ah bon, bah si tu hier. veux. Non, il n'y a pas de souci. En fait, je sais partout. C'est intéressant de parler des deux Alpes et de l'Alpe d'Huez parce qu'ils ont un projet de 3e tronçon de téléphérique sur un glacier. Alors que le glacier est en train de mourir. Et puis il y a ce festival Tomorrowland qui est pour des festivals de musique aujourd'hui qu'on fait sur des glaciers qui sont en train de mourir, qui amènent des milliers de touristes avec des party flights où on commence à boire dans les avions. D'ailleurs, Mountain Wilderness, j'ai vu hier, l'association Mountain Wilderness porte plainte contre le festival Tomorrowland sur ces territoires-là. Oui, en fait, ils sont tellement empreints de construction immobilière que finalement, on ne sait plus qui trempe dans quoi, en vrai. Parce que ce sont des petits villages. Chaque maire, aujourd'hui en station, quasi chaque maire travaille dans l'immobilier ou dans les travaux publics. Alors oui, il faut bien qu'ils aient un travail, mais oui, c'est lié quand même à la construction en montagne. Il y a très régulièrement Ça un veut maire... dire qu'il y a un système, j'ai lâché un gros mot, il y a Je sais peut-être un système quasi mafieux, et c'est ça que tu... Oui. En fait, de temps en temps, il y a un maire qui tombe, le maire de La Plagne. C'est ce qu'il avait fait. Le maire de La Plagne, mis en cause dans des sujets de conflit d'intérêts. Il a une entreprise de travaux publics et il était maire. Et il est maire. Il est président des principaux lobbies du ski dont on parlait. Et il tamponne les permis de construire pour sa propre entreprise de TP. Alors moi, il m'avait dit, il faut bien que j'ai un métier. Ouais, enfin bref. Alors il est tombé il n'y a pas longtemps. À Tignes, grosse affaire, le maire, M. Zaragoza, qui est tombé avec de l'inéligibilité. En Haute-Savoie, on a ce maire de Châtel, Nicolas Rubin, qui est vice-président du département de la Haute-Savoie, quand même, pour le tourisme, qui récemment dit il met un post Facebook où enfin il fait froid, on peut enneiger artificiellement avec un hashtag techno-alpin, qui est le premier fabricant de canons à neige européen, qui est un Italien. Je sais pas, en fait, tout est croisé de manière sombre, où toutes les corporations professionnelles sont mêlées à leurs mandats électoraux et à leurs devoirs ou pas. Tout ça est en espèce de pot mélangé.
Ou effectivement, dans des petits villages où on est tous cousins et on a tous quelqu'un de la famille qui bosse dans le BTP ou qui a une entreprise de camions. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Où sont les autorités de contrôle? Où sont, les préfets? Où sont, de temps en temps, il y a l'OFB qui tombe parce qu'on capte trop d'eau. De temps en temps, il y a une association qui fait un recours pour conflit d'intérêts ou délit de quelque chose. Mais il faudrait être en recours tout le temps et comme avait dit le préfet de l'Haute-Savoie: «Pas vu, pas pris, pas de recours, pas pris». Et ça, c'est dur parce qu'ils sont tous mêlés à l'industrie du ski. Et oui, une espèce d'organisation quasi mafieuse. Moi, je le vois un peu comme ça, où chacun se protège entre eux, chacun se protège, chacun fait en sorte que son business fonctionne sur sa commune, chacun se tient. Il y a des présidents de département qui font du chantage aux subventions à des maires, pour pas parler, ça existe, les maires parlent. On a une députée de Haute-Savoie qui vient de démissionner pour harcèlement grave du département, alors que c'est quand même une LR où elle en peut plus. Les gens vivent sous tension. En montagne, on ne parle pas, sinon on est menacé. On est menacé de mort, on est menacé. T'as des exemples précis? Moi, je suis menacée de mort à la Clusaz, par exemple, très gravement. Je connais des habitants de la Clusaz Parce que parce que, au moment de la bassine de Borgard, quand il y avait ce gros sujet sur la 5e retenue d'altitude, un élu, alors que finalement le droit nous a donné raison sur toute la ligne, la bassine est jugée illégale, un élu m'a pris à partie avec une autre personne dans un restaurant et nous a menacé longuement de nous tirer une balle dans la tête, répété plusieurs fois en pointant le doigt très violemment. Quand il saisit la personne avec qui j'étais par le bras, qui est un monsieur âgé, j'ai cru qu'on allait se faire casser la figure en fait. Donc je filme. La plainte a 3 ans, j'ai pas de retour, mais c'est grave. Le film est une pièce à conviction des dires du commissariat. Il y a des habitants de la Clusaz qui ont dû déménager parce que menace de feu sur leur chalet tous les jours. pourquoi? Parce qu'ils faisaient quoi? Parce ils étaient opposés à la construction de cette bassine. Il y a des habitants de la Clusaz qui ne pouvaient plus faire leurs courses à la Clusaz, qui n'étaient pas servis, par exemple. Donc c'est violent quand on habite dans un village de ne plus pouvoir acheter son pain. Une habitante du Grand Bornand que je connais bien, qui s'était opposée à la construction d'un club med. Le soir, il est 22h, quelqu'un de haut placé dans le village frappe à sa porte et il lui demande d'arrêter. Il est 22h, elle est seule, il fait nuit, elle habite dans un petit chemin, elle a peur. On est menacé, il y a une espèce d'omerta, les habitants n'osent pas parler. Par exemple, à titre d'exemple, moi j'ai tous les jours une remontée d'informations de territoire de montagne, tous les jours, de 1 à 5 témoignages de gens qui me demandent de rester anonymes, qui dénoncent ce qui se passe sur leur territoire, mais qui ne veulent pas apparaître parce qu'ils ont peur. Dans un village, une maîtresse a pris parti des élèves en disant à une élève de CM1, tu diras à tes parents qu'ils se calment. Quand un enfant ramène ça à ses parents, et ben les parents s'en vont, soit du village, soit Ils se calment parce qu'ils étaient contre un projet. Ça tape fort, on dit. On dit que ça tape fort en montagne. Et ces élus sont rarement condamnés ou rarement mis sous le feu des critiques. On dit plutôt aux gens de se calmer, quoi. Et c'est une pratique courante. On n'ose pas parler. On a pris un café avant l'interview et tu disais que l'appareil d'État faisait aussi son office pour éteindre la contestation citoyenne. Je vais essayer de résumer la situation telle que je la vois. Il y a des intérêts du ski bien compris, forts et industriels. Et de l'autre côté, il y a une montagne qui souffre et des citoyens, beaucoup, qui se plaignent. Il y a un hiatus entre les citoyens et l'industrie. On voit bien que tout ça est mêlé parce qu'il y a des gens qui en bénéficient, mais globalement, est-ce que c'est ça que tu perçois? Et quel est le rôle de l'État dans cet arbitrage-là? Alors, l'État, au niveau local, ce serait la préfecture, qui ne fait pas son rôle de maintenir l'ordre, en fait. La préfecture devrait être la super police du département qui évite finalement tout débordement d'un côté comme de l'autre. Sauf qu'aujourd'hui, les préfectures sont plutôt des côtés des élus pour faire en sorte que les projets arrivent à terme, comme la 69. Hein. On est exactement dans les mêmes problématiques en montagne. Quand on voit les sujets de la 69, c'est pareil.
Oui, parce qu'il y a un tronçon d'autoroute qui est en projet, qui devrait être construit. Oui, la 412. Ouais. Mais pareil, hein, sur la bassine de Borgard, on a entendu qu'il y avait une cellule anti-ZAD qui s'était montée, donc directement sous Darmanin, finalement pour un projet qui était jugé illégal. Hein. C'est-à-dire on est des dizaines d'habitants, et pas de militants, d'habitants qui avons décidé que ce projet, on ne le laisserait pas passer parce qu'il n'était pas légal. Ce n'est pas un recours militant qu'on fait, c'est un recours juridique pour faire respecter le droit. On est quand même aujourd'hui toujours fiché en préfecture parce qu'on a osé dénoncer un projet qui était illégal. Et ça pose question. Parce que oui, le tribunal administratif donne raison au recours juridique, non pas aux militants, et je tiens vraiment à faire le distinguo, mais qu'a fait le préfet? Il a soutenu le projet, c'est lui qui donne les autorisations de démarrage de travaux. La déclaration d'utilité publique, c'est lui qui la donne. Et qui le nourrissait pour dire allez-y, allez-y? Des parlementaires, les députés du coin, qui n'ont pas fait le job, des sénateurs du coin, moi je les ai tous rencontrés, qui mentent en disant il faut le faire. Il n'y a pas tant d'impact que ça. Qui remontent au préfet leur vérité institutionnelle de parlementaire. Ce préfet remonte les informations à l'État central, moi je dis Paris. Et on les a vus aussi ensuite, hein, les cabinets de ministres, qui avaient l'info de députés et donc du préfet, qui était Donc, fausse. en gros, pour comprendre, les députés et les sénateurs disent qu'il n'y a aucun problème pour construire cette bassine. Il n'y a aucun problème. Surtout que moi j'avais vu Et pourquoi vous avez identifié qu'il y avait un problème On le savait dès le départ. Hein, quand on se pose la question au départ de est-ce qu'il faut raser ce bois qui a des dizaines d'espèces protégées, qui va siphonner la ressource en eau par captage, hein, alors que le village a déjà des problèmes d'eau, pour maintenir une activité du ski à basse altitude, on s'est dit, on ne peut pas laisser faire ça en fait. Et on a cherché les failles juridiques qu'on a trouvées. En fait, c'est très facile. L'autorisation environnementale, finalement, a été jugée illégale. L'autorisation environnementale est donnée par le préfet. Le préfet n'a pas fait son job de creuser le dossier assez profondément, ou alors il l'a fait, mais il est vérolé par les lobbies qui lui disent on y va, on y va. Et c'est ça, en fait, qui ne va pas. Parce qu'en attendant, les habitants qui sont allés au juridique et qui, depuis le début du projet, ont dit « ce projet n'est pas légal, il ne faut pas y aller, monsieur le préfet », n'ont jamais été entendus. Pire, on nous a balancé quand même des centaines de gendarmes mobiles, des hélicos lors de sorties nature, hein, on ramassait des champignons et puis on faisait des photos pour dissuader que les gens montent voir ce qui se passait. On s'est Toi, retrouvé. tu disais quand tu allais à la Clusac, tu étais fouillé. En fait, on a un jour organisé une rando de découverte, parce que c'est vraiment ça, on n'a jamais fait de manifestation, on a organisé des randos nature, des randos découvertes, des randos plantes médicinales, pour intéresser les gens à ce qui se passait dans ce bois-là, en fait, d'un point de vue biodiversité, écosystème, et puis économique. Chaque fois que je montais à la Clusa, suite à cette rando-là, où il y avait plusieurs centaines de gendarmes mobiles qui nous attendaient, et 4 hélicos, ma voiture a dû être fouillée 10 fois. Les gens qui montaient, on leur confisquait leurs opinels à saucisson, tout bêtement. En bas, il y a eu un travail de sape, de gendarmes qui disaient ne montez pas parce qu'il y a des casseurs qui sont en train de casser tout à la Clusa. On organisait une rando nature. Et tout ça participe à la désinformation d'État en disant qu'on était des sales délinquants, finalement dangereux, qui allaient installer une ZAD ou qui allaient saccager le village et qui voulaient le mal. Alors que aujourd'hui, on est quelques mois après que la bassine a été jugée illégale. Où sont tous ces gens-là qui nous traitent de sales militants et de sales délinquants? Où sont les fichiers où on est fiché quand même comme Ça, tu le sais, que vous êtes oui, fiché. on nous l'a dit, on est documenté en préfecture, on est tous documentés. Tu sais, quand on te prend 4 fois ta plaque d'immatriculation, qu'on fouille ta voiture et qu'on te demande ta carte d'identité, il y a un moment où tu sais que tu es dans un fichier quelque part. Ces fichiers existent, alors que finalement, qui sont les vraies personnes qui ont autorisé ce projet, qui devraient être fichées? Ce sont les personnes qui voulaient autoriser un projet illégal. Mais finalement, les autorités ne font pas le job. Nous, quand on est allé voir les cabinets ministériels pour cette bassine, les cabinets ministériels, ils font leur job. Hein. La fille qui nous a retenus, elle était parfaitement en ligne avec nous, mais c'est un ministre qui tient finalement les commandes. Et qui influe les ministres?
Eh ben, les parlementaires, les sénateurs, les préfets, et puis cette cellule anti-ZAD là, de M. Darmanin, qui était arrivée jusqu'à la Clusa, c'est complètement fou parce que c'est une répression morale et physique, mais très forte, qui fait hyper peur. Moi, s'il y a 10 ans, on m'avait dit que j'accepterais d'être fouillé, que ma voiture soit fouillée ou que ma carte d'identité soit prise 3 fois dans la même journée, j'aurais dit c'est pas possible. Mais aujourd'hui, j'ai passé ce cap-là contre mon gré, alors que finalement, l'histoire nous donne raison. Peut-être dernière question. Est-ce que ces sujets-là sont en train de se multiplier? Là, tu as parlé d'un tronçon, la 412, qui va Oui. vers Thonon et Vian. On voit les retenues collinaires où les citoyens se mobilisent de plus en plus. Est-ce qu'il y a une inflation du nombre de projets contestés en montagne? Oui, la Haute-Savoie, département très riche, plus d'1 milliard de budget. Donc, qu'est-ce qu'on a comme argent pour faire des projets complètement pourris? Oh là là! Et avec un président du département, on dirait qu'il les cherche. Donc, la bassine de Borgard était un exemple. On va voir les JO 2030, qui sont un vrai sujet. On a cette A412, qui est le prochain scandale de la 69. Même schéma, on peut suivre l'A412. Il y a une association qui s'appelle l'ACPAT, A-C-P-A-T, ACPAT, avec Isabelle Charmeau, qui suit ça de très très près. On est sur la même problématique que la 412, quelques kilomètres pour plus de 300 millions d'euros de budget de construction d'une autoroute. Ouais. Pardon, c'est 69. On a le plus gros projet, 16,5 km, 310 8 millions. 318 millions, ouais. 79 millions, je crois que j'avais Ok. quelque chose comme ça. C'est fou. Et il y a un 315, sujet qui ouais. boue actuellement. On a sur le territoire de la Haute-Savoie principalement, qui démarre de Genève, sans me vanter, le plus gros projet du monde qui va se passer là. On a le futur collisionneur du CERN qui est en projet sur les territoires de Haute-Savoie. C'est un collisionneur, c'est le CERN, le projet du CERN, qui est un centre de recherche scientifique à Genève. Ils ont un petit collisionneur qui est un accélérateur de particules qui arrive au bout de leur travail. Et il leur faut le plus grand du monde, qui fait 91 km de circonférence, qui passe sous le Léman, qui vient jusqu'à Annecy, quasi, et qui passe sous le Salève avec des puits. Donc là, on est sur un projet de plusieurs milliards d'euros qui va impacter, je ne sais même plus combien de territoires, combien de communes, avec des millions de terres d'excavation. C'est comme si on creuse un méga-tunnel à 300 mètres de profondeur qui fait 91 km de circonférence. Ce projet est suivi par une association qui s'appelle Co-Cerné, à suivre parce que le CERN pousse ce projet parce que les Chinois allaient faire le même. Donc, on ne laisse pas les Chinois tout seuls, on fait le projet méga européen, c'est un gros projet européen de plusieurs pays. Les chercheurs disent eux-mêmes, on ne sait pas si c'est judicieux, parce qu'à l'époque du CERN, du premier LHC, on savait ce qu'on cherchait. Il y avait ce fameux boson de Higgs, etc. Là, c'est pour donner du travail aux chercheurs, en fait. Il n'y a pas de but vraiment réel. Alors, je ne suis pas contre la science fondamentale, attention, la recherche fondamentale. Mais c'est juste de poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces énormes projets dans un moment où on devrait plutôt chercher des solutions à rendre les territoires viables plutôt que les creuser, et encore une fois, avec des terres agricoles qui vont être complètement impactées. Et ce projet, les Chinois viennent d'annoncer, là, il y a 15 jours, nous, on ne le fait pas. Alors, moi, j'ai vécu un peu en Chine, et quand même un peuple qui n'aime pas trop perdre la face. J'ai mis quand même des bonnes raisons de ne pas y aller. Donc là, le LHC va y aller. Donc, on a des gros projets. Et puis les JO 2030 qui sont aussi un énorme projet qui déboule sur les territoires de montagne avec de l'argent d'État. On a 4 milliards pour le moment, fourchette basse pour les JO. Donc tout ça, c'est de l'argent qui ne sert ni à la transition ni à l'adaptation. Valérie Pommier, un grand merci d'être venue au micro du Greenletter Club. Un peu bavarde. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.